Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, c'est l'accession à l'extase, au paradis, une façon d'exister totalement pacifique, où l'homme a atteint la paix universelle, la fraternité absolue, le 100% écologique, où il n'a plus du tout d'impact sur la planète. Et ce matin, dans la nuit, j'écoutais une émission sur France Culture qui parlait de la possibilité de tirer de l'énergie à partir des plantes. Voilà. Et ils sont très proches de trouver tout un tas de... Il y a des millions d'esprits aujourd'hui, là, à l'instant où je parle, qui cherchent partout sur la planète à trouver des astuces, des moyens, des techniques pour sortir de la pollution, sortir de l'impact que nous avons sur la planète, sur les autres espèces, sur nous-mêmes, quoi. Et donc on est rentré, ça y est, dans ce monde qui veut du propre, qui veut du clean, qui veut de l'écologique, etc. Et donc on peut imaginer ce que sera 50 ans de travail là-dessus, ce qu'on va découvrir en 50 ans. Ce qu'on a découvert en 50 ans, si on revient à 1960, 80 par exemple, et aujourd'hui, on voit les progrès qui ont été réalisés à ce niveau-là. Et donc, dans 50 ans, évidemment, on sera beaucoup plus loin, dans 100 ans encore plus. Alors quand je dis l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, ça concerne les siècles prochains. Évidemment, on travaille sans le savoir pour nos futurs descendants. Dans 3, 4, 500 ans, 600 ans, peut-être 1000 ans. Il faudra pour atteindre cet état de perfection. Mais l'humanité en elle-même, elle a le temps. C'est nous qui sommes pressés parce que notre temps est limité. On a un grand maximum pour les plus chanceux, un siècle. Et donc notre système d'évolution est beaucoup plus rapide. En 10 ans, on a vraiment changé énormément. On est passé de l'adolescence à l'âge adulte. Pour l'humanité, passer de l'adolescence à son âge adulte, c'est à un autre niveau que ça se passe. Et donc, il faudra quelques siècles. Mais en tout cas, c'est notre finalité, selon moi. On construit ça sans le savoir. Nous sommes tous des travailleurs de cette humanité, par le bien, par le mal, par l'isolement ou par la solidarité. On travaille tous. Qui que ce soit, le mendiant au coin d'une rue travaille autant que le chef de l'État. C'est exactement pareil. On travaille parce qu'on donne tous la même chose, c'est-à-dire l'entièreté de notre existence à cette œuvre. Qu'on vive un jour ou qu'on vive 100 ans, on a donné la totalité de notre vie à l'évolution de l'humanité vers sa perfection. C'est ce qui fait qu'on est égaux. Le fait de se sentir supérieur, comme le chef de l'État peut dire ceux qui sont rien et moi qui suis tout, c'est juste le narcissisme qui le fait parler. Mais ça tient sur rien du tout. Et c'est pour ça que, selon moi, l'intelligence des dominants est totalement surestimée. Parce que leur narcissisme les empêche d'être totalement intelligents. C'est-à-dire d'avoir le HPI et le HPE, le coefficient, le haut potentiel intellectuel et le haut potentiel émotionnel. Ils l'ont pas parce qu'ils peuvent pas voir l'autre, ils sont bloqués par leur narcissisme. Voilà, cette petite parenthèse politique faite. Pour démontrer cette théorie, donc je m'appuie sur des audios bien souvent que j'écoute sur France Culture. Et là, c'était la série
consacré à François Châtelet sur son histoire de la raison. Et l'histoire de la raison, c'est l'évolution de la raison au sein de la philosophie de l'humanité, en somme. Comment la raison se développe, etc. Et pourquoi? Je renvoie à la première vidéo qui est à propos de Galilée et Descartes, parce que là nous sommes sur le chapitre, l'épisode 8, et donc c'est consacré à Galilée et Descartes, c'est le second. C'est la seconde vidéo que je fais à ce niveau-là. Donc j'envoie la vidéo et je découvre en même temps que j'écoute, et je commente éventuellement, ou je digresse, voilà. Ça me permet de faire évoluer ma théorie, de la préciser, disons. A popularisé la nouvelle physique. Est-ce qu'il est l'administrateur, comme vous dites, de la révolution copernico-galiléenne? Eh bien, parce qu'il est celui qui, d'une part, on parle de a Descartes. popularisé la nouvelle physique, et qui, d'autre part, a mené le combat dans les sphères intellectuelles pour que celle-ci soit acceptée en dépit de la condamnation qui avait frappé Galilée. Ah, donc Descartes. Donc Descartes, c'est une sorte de Robin des Bois, on pourrait le dire comme ça, qui va restaurer l'honneur perdu de Galilée. Ça me rappelle l'honneur perdu d'Eva Braun, le film bon bref, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, ça c'est intéressant de le voir aussi. C'est un homme qui est absolument de son temps. Descartes. Il appartient à une famille de toute petite noblesse, et comme tel, il suit des études normales dans un collège de jésuites d'abord, ensuite dans une faculté où il fait les études de droit, éventuellement pour succéder à son père, qui était magistrat dans un parlement de province. Comme les jeunes gens de bonne famille, il décide, ainsi que c'était la coutume à l'époque, de se familiariser avec le monde, et comme il n'a pas de fortune, il s'engage, à partir de l'âge de 20-22 ans, il s'engage dans les armées étrangères. Il parcourt ainsi la Hollande, l'Allemagne. Il participe, dit-on, à la bataille de la Montagne Blanche. Et puis, en 1619, à ce qu'il raconte lui-même, ça a dû forger son caractère. Il a alors 23 ans. Il a, nous dit-il, une illumination. Il fait un rêve. Ça, c'est super intéressant, parce que c'est l'intuition, en fait. C'est la puissance de l'intuition. C'est l'intuition qui, un jour, où j'écrivais des petites nouvelles dans un petit parc, des petites nouvelles du petit parc, au soleil, en octobre, j'ai écrit sur un cahier cette phrase: l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et je savais, je l'ai écrit, ça venait dans cette petite nouvelle. Et cette phrase, ben, elle m'a stupéfait, quoi. Elle a arrêté complètement mon existence telle qu'elle était avant. Et dès cet instant, j'ai voulu comprendre pourquoi j'avais écrit ça. Est-ce que c'était la réalité? À quoi correspondait cette phrase, etc. Et donc j'ai plongé littéralement du jour au lendemain dans ce qu'on appelle la philosophie, plus ou moins. Bon, c'est une philosophie un peu de maçon, hein. Une philosophie de terrassier, comme l'était mon père,
qui n'est pas très subtil par rapport à la philosophie, et pointu, ni pointu par rapport à la philosophie des universitaires, mais voilà, qui m'a plongé là-dedans. Eh bien, l'intuition, c'est quelque chose d'incroyable quand même, parce que elle mène le monde d'une certaine manière. Voilà, Descartes, d'un seul coup, c'est ça. Je pense que c'est valable pour Rousseau, c'est valable pour... Il y a un déclic qui va se faire à un certain moment pour Hegel, pour Marx, pour qui que ce soit. Il y a quelque chose qui va vous mettre en route sur un événement. C'est valable pour Einstein, c'est valable pour la pomme de Newton. Il y a quelque chose qui vous met en route. Et dans ce rêve, la divinité, Dieu, lui indique qu'il doit participer à la révolution scientifique, qu'il doit révolutionner le savoir. Et comme c'est un homme remarquablement informé, il décide de commencer par le commencement, c'est-à-dire de faire des mathématiques. Il prend contact avec les mathématiciens de son temps et il se perfectionne en ce domaine. Il lit toutes les productions modernes et il devient un disciple de la nouvelle physique. Il commence la rédaction d'un traité aux environs sans doute des années 1628, dans lequel il cherche à préciser la méthode qu'il entend suivre, étant donné la connaissance qu'il a acquise des mathématiques. Ce traité, malheureusement, il l'abandonne en cours de route, mais heureusement, nous avons gardé le texte de ce traité qui sera publié au début du XVIIIe siècle. C'est le fameux livre « Les règles pour la direction de l'esprit ». En même temps qu'il fait des recherches méthodologiques, il fait de la physique et il fait aussi de la philosophie. Autrement dit, son regard s'applique à un domaine très vaste. D'une part, il est physicien praticien, et dans le domaine de la physique, il va laisser des résultats que l'on enseigne encore dans les lycées, les lois de l'optique géométrique. Et comme il est décidé à révolutionner le savoir, il s'efforce de tirer les conséquences méthodologiques de la pratique scientifique qu'il utilise. Donc vraiment, il est cartésien. Comme il comprend qu'il va y avoir des résistances du côté du savoir en place, du côté de la Sorbonne en particulier, parce qu'il il fait aussi de la philosophie. Il était novateur, donc il était... Et tout système, toute pensée, toute physique, toute poésie, tout art, toute peinture, toute musique, qui est à la pointe, est forcément en contradiction avec le système établi, avec ce que l'école enseigne. Je l'ai vu quand je suis allé à la fac, au tout début de la mécanique universelle. J'y suis allé en tant qu'auditeur libre pour essayer de confronter un petit peu ma théorie avec ce qui se faisait. Et là, c'était le moment où on ne pouvait pas parler du divin. Il fallait parler c'était une vision matérialiste de la philosophie qui s'imposait. Il n'y avait pas l'idée du divin. Ils pouvaient parler les professeurs pouvaient parler de Platon ou de Spinoza sans jamais parler carrément de son rapport au divin, de sa vision. C'était autre chose qui était enseigné.
Et ça, c'était ce qui était le traditionnel. C'était en gros comme à l'époque des impressionnistes, il y avait les peintres pompiers qui correspondaient aux peintres du système, qui est posé sur le système. Aujourd'hui, il y a la peinture qui est dans les galeries, etc., qui est encensée par le système ou qui est achetée par le système. Voilà, et puis, il y a l'art qui est en train de se faire dans l'underground. Et c'est valable pour la musique, pour la poésie, la nouveauté, elle n'est pas apparente. Et en philosophie, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a certainement des courants de philosophie underground qui ne sont pas pris par le système, qui ne passent pas à la télévision. Ceux qui passent à la télévision, c'est les classiques en réalité. Et ceux qui sont mis en avant, ou ceux qui sont enseignés même à la fac. Et en dessous, il y a toute une force qui est en train de travailler, qui sort des nouveautés, quoi, qui va faire la nouveauté du futur. Et peut-être que la mécanique universelle en fait partie. Mais ce qui me frappe, moi, le plus, c'est son premier acte. C'est la publication, en 1637, du discours de la méthode. Première remarque, le discours de la méthode n'est pas publié seul. C'est en fait l'introduction qui accompagne la publication de 3 opuscules scientifiques. Un opuscule de géométrie, un opuscule d'optique, que j'évoquais à l'instant, et un opuscule d'astronomie où il est question des météores. Oui, en effet, il s'agit d'un ensemble liant à la fois des considérations méthodologiques et philosophiques à des exemples de travaux scientifiques. Et plus, en fait, voilà, il reprend ce qui avait été fait peut-être par Aristote à l'époque, justement, ce côté un peu plein de la connaissance. Et ça, et donc il met le premier moteur à ce qui viendra, mais tout ça, c'est que de l'intuition. Donc, je ne connais pas assez la philosophie, l'histoire de la philosophie pour être certain de ça. Donc, il faut le vérifier derrière. Mais il met un peu l'impulsion, il est à l'origine de ce qu'on va appeler les Lumières, qui vont vouloir faire prendre toutes les connaissances, les rassembler, en faire une sorte d'encyclopédie, etc., pour le mettre d'abord au plus grand nombre, et puis pour comprendre le monde dans sa totalité. Il faut souligner que le discours de la méthode est un ouvrage écrit en français et non en latin. Donc cela veut dire que c'est un ouvrage qui vise un certain public, pour employer notre vocabulaire. Descartes ne vise pas les docteurs, les érudits. Il cherche à convaincre ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligentsia. D'ailleurs, il n'y manque pas. Dans la dernière partie du discours de la méthode, il est directement fait appel au concours de tous ceux qui veulent améliorer la vie de l'homme en ce bas monde. Génial, ça je ne savais pas. Dès cette époque, Descartes, qui a ressenti très durement la condamnation de Galilée en 1633, qui, semble-t-il, a renoncé à poursuivre et à publier le traité du monde qu'il était en train de rédiger pour ne pas être condamné lui-même. Dès cette époque, Descartes a à sa disposition son projet fondamental. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce projet, c'est rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Comme maître et possesseur de la nature. Ne pas oublier ça. On va
je vais arrêter là pour cette vidéo. Je voudrais juste... Mes découvertes en physique. Voilà. Donc oui, comme maître de la nature, ne pas oublier ce comme. Voilà, donc eh ben on va arrêter là pour cette vidéo. Et si vous pensez que ça a un peu d'intérêt pour la collectivité, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers sa perfection. Merci de votre écoute et de votre présence que je ressens et qui m'encourage.